Nos milliardaires sont-ils des parasites? Créent-ils vraiment de l'emploi? Ou bien est-ce qu'au contraire, ils se nourrissent de notre travail, nos impôts et nos rêves? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille le sociologue Nicolas Framont pour parler de cette élite problématique. Salut Nicolas. Salut. Je te présente en 10 secondes, t'es sociologue donc, mais aussi rédacteur en chef de Frustration Magazine et auteur du livre Parasite. Parasite, c'est un être qui vit aux dépens d'un autre, mais sans le détruire. Et donc la question de ton livre, c'est est-ce que, simplifié en gros, les 500 familles les plus riches de France sont des parasites pour notre société? Est-ce que ils créent vraiment de l'emploi, puisque c'est l'avantage qu'on entend partout pour justifier de pas leur prendre trop d'argent? Ou bien est-ce que, au contraire, ils nous coûtent très cher en termes d'argent, d'écologie, de services publics, etc. Et en fait, on pourrait très bien se passer d'eux. Il y a tellement de questions que j'ai envie de te poser après avoir lu ton livre. On va faire 2 épisodes. Celui d'aujourd'hui sur le diagnostic et le deuxième, spoiler, sur les solutions et comment se révolter et donc se débarrasser de ces parasites. Pour commencer, on va aller direct au boss ultime, comme tu l'appelles, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Chose toute bête, mais je savais pas que Total avant c'était une entreprise publique. Jusqu'en 93, donc financé par nos impôts, et vient d'annoncer 16 milliards de profits en 2022 dans le contexte qu'on connaît. Ce record, donc, il s'appuie sur la destruction évidemment de notre habitat avec l'extraction des énergies fossiles, le pillage de ressources africaines avec du bon colonialisme et des dirigeants corrompus, et en plus ils ont bien profité de la guerre en Ukraine. Toi, tu écris pourquoi après des années, des décennies d'argent facile avec le pétrole, Total irait s'emmerder avec de l'énergie renouvelable qui est compliquée et moins rentable. En quoi, pour toi, est-ce que c'est un exemple classique de parasite? D'abord, on voit que Total, effectivement, c'est le résultat de plusieurs entreprises publiques, hein, donc celle qui était Total avant, et puis Elf également. Ah, c'est public aussi, Elf. Okay. Elf, c'était public et ça a été privatisé à la fin des années 90, à l'issue d'ailleurs d'un gros scandale, et donc ça a été racheté par Total. Souvent, l'origine des grandes fortunes françaises, c'est l'héritage. Il y a toujours un héritage et une entreprise publique derrière leur fortune, et une entreprise publique privatisée. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que le parasitisme, il se fait beaucoup par rapport à nos impôts. Alors peut-être pas nous vu nos âges, mais nos parents, nos grands-parents. On a ça en ce moment avec les sociétés d'autoroutes en France particulièrement. Les sociétés d'autoroutes, elles ont été construites par l'État, par le contribuable, et elles enrichissent à fond leurs actionnaires. On voit bien que c'est pas des gens qui ont investi dans ce qui leur rapporte maintenant, c'est des gens qui l'ont récupéré à bas prix, parce que souvent ces privatisations, elles ont été faites de façon très complaisante envers les repreneurs. Et puis ensuite, si on prend l'exemple de Total, il y a effectivement ce parasitisme écologique qui est très fort, c'est-à-dire que une entreprise comme Total pille les ressources énergétiques dans des pays d'ailleurs qui du coup n'en bénéficient même pas, en dépit des conséquences. Donc en fait, ils savent tout ça, et pour autant, Total actuellement continue d'investir dans les énergies fossiles à très grande échelle. Et effectivement, pour faire bonne figure, met en avant une reconversion qui est censée être écologiste, disons. Et d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré le changement de nom de Total à Total Énergie au pluriel. Mais quand on regarde la réalité de leurs investissements, on est toujours concentré sur les énergies fossiles. Et donc effectivement, le principe du capitalisme, c'est que les capitalistes, ils sont là pour s'enrichir. Et finalement, il n'y a pas d'autre logiciel d'action. C'est intrinsèque à leur rôle dans la société. Et donc, si de temps en temps, ils vont mettre en avant d'autres objectifs plus vertueux, en définitive, ça va être toujours pour augmenter leurs dividendes. Mais il s'agit jamais de vrais tournants, parce qu'encore une fois, pourquoi s'embêter à changer de système, par exemple passer sur des énergies renouvelables qui sont très coûteuses à développer et beaucoup moins profitables, alors qu'on peut continuer à pomper tant qu'on peut pomper. Puis je comprends que Total, en même temps c'est logique qu'ils investissent dans les renouvelables juste pour préparer la suite, mais ils ont aucun intérêt à ce que ça advienne plutôt tôt que tard, quoi. Non, je pense qu'ils vont essayer de gagner le plus de temps possible. Alors qu'on le sait, alors que tous les scientifiques nous disent que il faut agir maintenant. Donc c'est quand même super préoccupant qu'en fait ceux qui ont les leviers d'action soient ceux qui ont intérêt à attendre le plus sur possible. L'accélérateur, quoi. Exactement. L'argument numéro 1 auquel on pense fréquemment parce qu'on nous le rabâche à longueur de journée pour défendre ces milliardaires et ces multinationales, c'est l'emploi. Sauf que des études ont calculé que pour un emploi créé dans la grande distribution, par exemple, 3 sont détruits dans les petits commerces indépendants. Et pire, accrochez-vous, t'écris dans ton livre, en 80, l'État subventionnait les entreprises privées à hauteur de 10 milliards d'euros par an. En 2021, c'était 140 à 200 milliards par an. Donc on a fait du x15, quoi, avec le crédit d'impôt notamment, les allègements de charges, etc.
Et chaque étude, même des études ministérielles, montrent qu'en fait, subventionner les entreprises privées, en fait, ça a un effet très faible ou inexistant sur l'emploi. Par contre, d'après le dernier rapport en date de l'Institut de recherche économique et sociale, les subventions, enfin, c'est vraiment écrit noir sur blanc, servent bien à augmenter les dividendes des actionnaires, quoi. Autrement dit, je pense que j'avais pas conscience de l'ampleur du truc, mais l'État, donc nos impôts, dépense un quart de son budget, un quart, pour les entreprises privées, sans contrepartie, comme pendant le Covid par exemple, et sans preuve que ça crée de l'emploi. Enfin, mon cerveau, il a explosé. Ça, c'est vrai que c'est complètement fou, et c'est quelque chose qui est un peu à bas bruit. Alors, faut bien préciser que ces subventions, elles peuvent être directes, mais ça peut être de façon indirecte, c'est-à-dire l'État exonère d'impôts et de cotisations patronales les entreprises. Et là, c'est pareil, c'est un coût pour la société parce que c'est pas comme si on retirait simplement ces cotisations et ces impôts du budget. Par contre, c'est le contribuable qui va payer à la place. C'est-à-dire quand on exonère les entreprises, par exemple, de cotisations patronales, eh ben, le manque à gagner pour la Sécu, ça va être le contribuable qui va le payer via l'impôt sur le revenu et surtout via la TVA, par exemple, et via tous les impôts locaux, etc., etc. Oui. Donc, en fait, c'est bien nous qui payons, hein. C'est bien nous qui payons ces 150 à 200 milliards d'aides aux entreprises privées. Et effectivement, le vrai scandale derrière ça, donc ce un quart, en fait, finalement, des dépenses de l'État qui va aux entreprises privées, il ne sert pas à créer des emplois. Voire même, il en détruit. Ça, c'était une étude qui avait été faite sur le CICE, donc le crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi. Et vraiment, dans le mot, c'est marqué que c'est pour la compétitivité et l'emploi, CICE. Et en fait, les études déjà à l'époque montraient que non seulement ça en créait très peu dans le secteur privé, mais ça en détruisait dans le secteur public. Parce que tout l'argent qu'on dépense pour aider les entreprises privées, c'est de l'argent qu'on ne dépense plus dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, pour prendre les deux exemples de secteurs qui ont subi des destructions d'emplois très fortes. Donc en réalité, on détruit de l'emploi. Donc faut vraiment arrêter avec cet argument. Mais même, est-ce que les riches créent de l'emploi ? Je me suis dit, c'est marrant, on dit tout le temps ça, et ça ressemble à un argument massu, mais c'est jamais démontré. Quand un éditorialiste vous dit ça sur un plateau, oui, mais les milliardaires créent de l'emploi, il a jamais d'exemple à la clé. Donc moi, je suis allé chercher des exemples. J'en ai cherché. J'ai pris les secteurs les plus dynamiques en France, ceux qui ont créé vraiment des grandes fortunes. La grande distribution, t'en parlais tout à l'heure. À la grande distribution, faut voir que la France est leader en la matière. Donc le groupe Auchan qui appartient à la famille Muliez, le réseau Leclerc qui a été fondé donc par la famille Leclerc. Pourtant, c'est des savoir-faire qui ont été des structures d'emploi, et ça, les études sont très claires, comme tu disais. Un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 qui disparaissent ailleurs. Alors maintenant, la grande distribution, elle pâtit d'Amazon, mais elle-même, elle avait fait la même chose, c'est-à-dire mettre sous pression les industriels pour baisser les prix, mettre sous pression les agriculteurs. Faut voir tout l'emploi agricole qui a été détruit. Il a été sous l'influence de la grande distribution, parce qu'en fait, la grande distribution, ce qu'elle voulait, c'était d'agriculture intensive avec des longs circuits, plutôt qu'une agriculture, de petites fermes avec beaucoup d'emplois et on va dire un réseau de distribution locale. Donc là, faut voir que la grande distribution et ses grandes fortunes ont fait péter tout ça. Puis il faut voir la qualité des emplois aussi, parce que quand tu remplaces un réseau de commerce indépendant par effectivement un livreur Amazon ou des caissiers qui sont sous pression, qui ont très peu de temps pour aller aux toilettes et des conditions de travail très dégradées d'année en année, merci à la création d'emplois. Exactement. En fait, moi je dis, on peut les créditer non pas pour la création d'emplois, mais pour la transformation d'emplois. C'est-à-dire ce qui fait la fortune des grandes fortunes à l'heure actuelle, c'est qu'elles remplacent un emploi stable par un emploi précaire. Et voilà, le capitalisme fonctionne en réduisant le plus possible ses coûts, et en particulier le coût du travail. D'ailleurs, il parle de coût du travail. Alors, de notre point de vue, il faudrait appeler ça le prix du travail. C'est-à-dire, ils baissent le prix du travail un maximum pour pouvoir augmenter celui des dividendes. C'est ça qu'ils apportent à la société. Entre les années 80 et nos jours, il y a 2 phénomènes qui sont consécutifs. C'est le développement et l'installation du chômage de masse. Et d'un autre côté, l'explosion de la fortune des ultra-riches. Donc, moi, je trouve ça toujours bizarre, si on prend cette variable-là, comment on peut nous expliquer que ce sont des créateurs d'emplois, alors que la période historique sur laquelle ils se sont développés, où ils ont développé leur fortune, c'est une période de pénurie d'emplois. Et on est toujours dans une période de pénurie d'emplois. Et un quart du budget, tout ce qu'on pourrait faire, effectivement, en termes de, pour l'hôpital, pour l'éducation, pour l'écologie, c'est vraiment vertigineux, et c'est un non-sujet, quoi. Notamment parce qu'ils sont détenteurs des médias aussi. Mais donc, ce sont des parasites qui pompent nos impôts, ne créent pas d'emplois, mais niveau écologie, on pourrait se dire, qu'est-ce qui nous coûte ces milliardaires? Selon une étude Oxfam et Greenpeace, à cause de leur patrimoine financier, les 63 plus grandes fortunes françaises émettent autant d'émissions de gaz à effet de serre que la moitié de la population française. Ouais.
c'est la cerise sur le gâteau, le problème écologique. Le parasitisme écologique, c'est lui qui nous démontre que se débarrasser de la classe bourgeoise, c'est une urgence vitale en réalité. Parce qu'effectivement, ce sont pas seulement des gens qui détruisent l'environnement par leur mode de vie. On parle du mode de vie, notamment des jets privés. Il faut en parler. Mais ce sont des énormes pollueurs, principalement par rapport à l'utilisation de leur patrimoine financier. C'est-à-dire, ce sont des gens qui investissent dans des industries polluantes et qui n'ont surtout pas intérêt à ce que ça change. Ou alors uniquement à la marge. Et donc, ils vont de temps en temps compenser en investissant dans des fondations philanthropiques dont en fait la fonction va être voilà, non seulement ça leur permet de défiscaliser, effectivement, il y a toujours c'est vraiment des gens qui font tout par calcul, faut vraiment garder ça en tête. Et puis en plus, premier calcul, c'est défiscaliser. Deuxième calcul, toutes ces fondations, ONG, etc., ont un discours écologiste qui est inoffensif envers les plus riches, qui est vraiment un discours un peu de tragédie grecque, quoi. L'homme détruit son propre environnement, c'est dramatique, qui est vraiment un discours dégueulasse, parce qu'en fait, si on regarde déjà qui pollue à l'échelle de la planète, bah c'est beaucoup plus les pays du Nord que les pays du Sud. Donc quand on dit l'homme en général, bah non, du coup c'est plutôt l'homme du Nord. Et puis à l'intérieur des pays du Nord, ce sont les grandes fortunes et la bourgeoisie qui est la plus pollueuse par son mode de vie et par ses décisions économiques. Ouais, c'est ce que tu t'expliques très bien. On a l'impression que la crise écologique, c'est une menace extérieure, floue, les catastrophes naturelles, etc. C'est pas notre faute, c'est le capitalisme, la mondialisation. Alors que, bien sûr, que c'est une idéologie dominante et un système, mais il y a quand même des gens qui sont 100 000 fois plus responsables que monsieur et madame tout le monde, quoi. Exactement. Et là où je trouve ça brillant, c'est qu'on nous a fait croire qu'on était en méritocratie. Or, si tu considères qu'on est en méritocratie et que quand tu veux, c'est comme ça, oui, quand tu veux, tu peux, bah, il y a plus de lutte des classes parce que c'est juste que le meilleur gagne. Sauf que même le Financial Times écrit que 80% de la fortune des milliardaires français est héritée. C'est énorme. Et très loin du discours de self-made man de, voilà, je suis un entrepreneur et, bah non, en fait, dans 80% des cas, t'as hérité, et tu complètes les 20% restants relèvent de fortunes globalement obtenues grâce à l'État, comme on l'a dit, ou ces entreprises publiques, et sur le dos des travailleurs en France ou à l'étranger. Moi, le premier, je peux être coupable. J'ai longtemps cru à cette méritocratie. Je dis pas qu'elle est complètement inexistante, mais je pensais que la lutte des classes était un truc du passé parce que bah, c'est ça qu'on m'a appris à l'école. Spoiler, je viens pas d'une famille d'ouvriers. Mon père était médecin et ma mère infirmière. J'ai fait une grande école, voilà. Donc, je me doute qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont pas forcément issus de la classe populaire, mais plutôt de la classe moyenne ou supérieure. Et pour moi, c'est important qu'on se rende compte de nos privilèges, de nos biais, et que si jamais pour vous c'est pas évident qu'on est dans une lutte des classes, il y a beaucoup de gens qui en chient beaucoup plus, pour qui c'est franchement évident, quoi. Absolument. La méritocratie, globalement, c'est une illusion. Voilà, ça a été démontré maintes et maintes fois, notamment par les travaux de la sociologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution individuelle d'une classe sociale à l'autre. Il y en a. Mais le plus souvent, ce qu'on observe et qu'on oublie toujours de préciser, c'est que si ça arrive, c'est parce que le capitalisme a besoin de plus d'emplois qualifiés. En fait, autour de nous, on connaît plein de gens qui viennent de familles d'ouvriers et qui font des études, par exemple. Et souvent, on se dit, c'est bien la preuve que tout n'est pas joué. Oui, mais en fait, le capitalisme actuel, tel qu'il s'est développé en France, il a besoin de gens qui font des études. Même si bien sûr que les gens ont travaillé, etc. Mais je veux dire, c'est pas un miracle sociologique qu'il y ait de plus en plus de gens qui font des études. C'est parce que le capitalisme en France, c'est un capitalisme de siège social. C'est-à-dire que la France, c'est le siège social de toute une partie de l'économie mondiale. Et donc, on a de plus en plus besoin de gens diplômés, plus que, par exemple, d'ouvriers dans l'industrie. C'est une réalité. Donc en fait, soit on délocalise des gens moins chers à l'étranger, soit c'est automatisé avec de l'informatique. Ouais, alors il y a toujours, attention, il y a toujours des ouvriers, ça représente toujours 20% de la population active, c'est pas rien. En France, il y a plus d'ouvriers que de cadres et professions intellectuelles supérieures. Faut garder ça en tête. Et oui, ils sont complètement invisibilisés, ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, on fait comme si la France était devenue une société de cadres et professions intellectuelles. Il y a que qu'on voit à la télé. 70% des personnes qui apparaissent à la télévision, tout programme confondu, sont des cadres et des professions intellectuelles supérieures, alors que ça représente à peu près 12% de la population. Et les ouvriers, je crois que ouvriers plus employés, ça représente dans les programmes télé, ça représente à peu près 10 à 15%, alors que si tu mets les deux groupes ensemble dans la population, c'est la moitié de la population. Donc, en fait, c'est comme si les cadres étaient 7 fois plus représentés que leur poids réel à la télévision. Donc, c'est pour ça, ensuite, ça déforme notre propre perception qu'on a de la société,
parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans une société, voilà, de gens diplômés qui bossent dans des bureaux, etc. Même dans les programmes à la télévision où tu vois des programmes courts, par exemple, parents mode d'emploi, enfin les trucs comme ça sur la 2, ils ont toujours une maison de pavillon assez confortable, ils sont cadres dans la com, etc. Et on nous fait passer ça pour une famille normale. Alors que ça existe, hein, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent en France, c'est des ouvriers et des employés. Et donc, pour en revenir sur la question de la méritocratie, le mérite, si tant est qu'on sache ce que c'est exactement, parce que moi je sais pas vraiment ce que c'est le mérite. Il y avait un philosophe sur le mérite, il faudrait que je retrouve son nom, qui disait le mérite, je trouve ça intéressant d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que c'est bien de se dire bon, j'ai bien travaillé, j'ai mérité de me faire une petite pause par exemple, mais sur le plan de la société, ça veut absolument rien dire. En France, nos grandes écoles, elles sont majoritairement occupées par des enfants de bourgeois ou de sous-bourgeois ou de petits bourgeois. Il n'y a pas de hasard en fait. Donc moi je trouve que c'est très cruel. Le mérite c'est très très cruel comme notion parce que dire que un enfant de médecin qui devient médecin l'a mérité, ce que ça veut dire aussi derrière, c'est que ceux qui sont pauvres ont mérité d'être pauvres. C'est ça le plus grave parce qu'encore que les enfants de bourgeois se racontent qu'ils ont mérité d'être là où ils sont. Moi ça me dérange pas tant que ça. Enfin on veut tous essayer de se valoriser en tant que personne et c'est pas grave. Mais par contre ce que ça implique derrière c'est la dévalorisation des autres. Et moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Dès que tu as un témoignage d'ouvriers ou de gens précaires et tout, dans les commentaires, tu vas avoir des gens qui vont dire, ils avaient qu'à travailler à l'école. C'est quand même fou, quoi. Alors que, ça change rien. C'est pas ça la variable. Du coup, pour moi, le premier enjeu, c'est effectivement déjà de prendre conscience qu'on est dans une guerre de classe, parce que l'élite, eux, ils le savent très bien, quoi. Mais en même temps, qui croit encore que nos dirigeants sont au service de l'intérêt général, quoi. Enfin, entre la facilitation des licenciements, la suppression de l'impôt sur la fortune, ce qu'on disait tout à l'heure, un quart de l'État qui va aux entreprises privées, la baisse des APL. Enfin, comment est-ce que toi, t'aides les gens à prendre conscience que, si c'est pas déjà évident pour eux, qu'on est dans une guerre des classes? D'abord, sur la question de pourquoi ils prennent pas conscience, il y a un truc dont j'ai pris conscience récemment en parlant avec une copine qui avait lu mon livre. On parlait de la réforme des retraites en ce moment. Ouais. Et je lui disais, en fait, le gouvernement ment. C'est documenté maintenant. Ils ont menti sur la retraite minimale à 1200 €. C'est quand même un énorme scandale. C'est-à-dire que pour faire passer leur réforme injuste, ils ont fait croire aux gens que tous les retraités allaient gagner minimum 1200 €. Et en fait, plus ça va, plus les économistes travaillent dessus, plus on se rend compte que ça va concerner très peu de monde. Et en fait, elle comprenait pas qu'ils mentent. Enfin, vraiment, ça la faisait bugger. Parce que je lui disais, ouais, mais du coup, c'est que tu comprends pas que les gens qui nous dirigent, ils dirigent pour une classe en particulier, qui est la bourgeoisie, et pas pour nous. Donc, c'est pour ça qu'ils nous mentent. Et elle, en fait, ça l'a choquée. Alors, elle vient d'un milieu social plutôt élevé. Donc, globalement, ce qu'on constate, d'ailleurs, dans les études d'opinion, c'est que moins on est diplômé, moins on a confiance dans les institutions. Plus on est diplômé, plus on a confiance dans les institutions. Normal, parce qu'on en bénéficie plus. Bah oui. Mais les ouvriers et les employés sont très sceptiques, globalement. Donc, c'est un peu violent de se dire qu'effectivement, ceux qui nous dirigent ne dirigent pas pour nous. Déjà, c'est pas du tout l'histoire qu'on nous raconte. C'est pas l'histoire qu'ils se racontent eux-mêmes. Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale et tout le décor te rappelle en permanence que tu es au service de la nation, de la République, de l'intérêt général. Alors qu'en réalité, ce qu'on trouve à l'Assemblée, c'est surtout des bourgeois qui font des lois favorables aux bourgeois à l'heure actuelle. Hein. La question d'intérêt général est complètement secondaire. Mais déjà, c'est la réalité. Il faut vraiment se déniaiser par rapport à ça. Et donc ensuite, comment tu fais prendre conscience de ça? C'est vraiment le travail qu'on mène à Frustration Magazine, c'est de documenter la lutte des classes de la façon la plus simple et accessible possible et par le quotidien. C'est-à-dire que ce soit pas des grandes idées abstraites, mais comprendre comment fonctionne la lutte des classes à son échelle, par exemple à l'échelle du travail. Quand on travaille dans le secteur privé, il y a des gens qui possèdent les moyens de production dans lesquels on se trouve, c'est-à-dire les bureaux, l'usine, que sais-je, et qui prennent des décisions d'abord favorables à l'intérêt des actionnaires et qui mettent le travail à leur service. Ça, c'est vraiment une échelle où on peut prendre conscience de ça, de la divergence d'intérêts entre ceux qui travaillent et ceux qui possèdent. Il y a des gens qui ont envie de faire un travail de qualité, par exemple, de rendre service aux clients, parce qu'en fait, on veut tous essayer de faire notre travail au mieux. Et en fait, ils sont en permanence bridés par des processus qui servent à accélérer le rythme de travail, surfacturer, que sais-je, et qui du coup frustrent tout le monde dans son envie de bien faire. Alors, c'est pour ça que notre média s'appelle Frustration. Il nous a semblé que le capitalisme, il créait beaucoup ça, un sentiment de frustration, pas seulement matériel. Alors bien sûr, il crée un sentiment matériel. Avoir en permanence des pubs pour des marques de luxe, alors que la plupart des gens ne pourront pas se la payer, c'est vraiment créer ouvertement de la frustration. Mais ça crée aussi de la frustration au travail. Les gens veulent avoir un sens, donner un sens à ce qu'ils font, être utiles à la société, et on les empêche en permanence de l'être. Si ton patron, son objectif, c'est logique, c'est d'être plus rentable. Vous avez pas le même objectif, donc c'est normal qu'il y ait de la friction, quoi. Exactement. C'est vraiment partir des expériences quotidiennes et essayer de politiser ces expériences quotidiennes pour voir la lutte des classes quand elle existe. Et nous, on essaie de le faire sur plein d'endroits. Si j'étais dominant et que je voulais servir les intérêts de ma classe sociale,
mais je ferai exactement ce que font Macron, Bolloré, Xavier Niel, quoi. Enfin, je ferai croire que j'agis pour l'intérêt des gens, par exemple avec la retraite à 1 200 €, même quand c'est évident que c'est pas le cas. Effectivement, je mens. La réforme juste des retraites. Je détournerai l'attention des gens, voilà, en faisant des photos avec Mbappé ou en ayant mes médias qui ressassent des polémiques à 2 balles sur des non-événements. Je ferai plein de fausses promesses pour le climat, voilà, make our planet great again. Pour les femmes, ce sera le quinquennat de l'égalité femmes-hommes ou la solidarité. Il y aura plus de SDF dans la rue. Je dirai aux gens que le vrai ennemi, c'est les étrangers, c'est les musulmans, ou que c'est eux-mêmes en matière d'écologie qui doivent faire des éco-gestes et mettre des cols roulés. Je jouerai la montre. Enfin, pour moi, ils sont pas cons. C'est juste tellement logique et cohérent, quoi. Ouais, exactement. Une autre chose qu'ils font aussi, c'est de nier en permanence la lutte des classes. Oui. Justement, d'insister toujours sur l'idée qu'on est dans le même bateau. Et ça, c'est vraiment un discours qui marche aussi bien à l'échelle du travail qu'à l'échelle du pays. À l'échelle du travail, je trouve ça toujours fou comment le patronat fait toujours comme si tout le monde avait les mêmes intérêts. Et il continue de le faire même quand il vire 1000 personnes. Il continue de raconter que c'est avant tout une mesure pour sauver l'entreprise, pour qu'on puisse tous continuer à travailler dans la concorde et la bonne humeur, par exemple. Bon, ça me semble être vraiment des stratégies qu'on retrouve à l'échelle du pays. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la réforme des retraites parce que c'est vraiment le conflit de classe du moment. Tous leurs éléments de langage, ceux du gouvernement, c'est de dire ce qu'on veut, c'est sauver le système par répartition. Alors que nous, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est réduire petit à petit la protection sociale en France. Parce que la sécurité sociale, c'est un élément de communisme dans nos vies. Toute une partie du travail qu'on produit chaque année va dans le budget de la sécurité sociale, qui est un énorme budget, qui est encore plus gros que le budget de l'État, et qui nous permet d'avoir accès collectivement à des soins en partie gratuits, par exemple. Ça, c'est une logique complètement foncièrement anticapitaliste, qui est un énorme caillou dans la chaussure des capitalistes en France. Parce que du coup, ça leur coûte cher, parce qu'ils doivent payer pour ça, que c'est tout un tas de marchés qui ne peuvent pas investir. Par exemple, si on n'avait pas de sécurité sociale, il y aurait tout un marché des assurances privées, des assurances retraite, des assurances maladie. Et ça, c'est un marché dont on les prive. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est insupportable pour eux. Mais dire qu'ils veulent sauver le système, c'est entièrement faux. Pourtant, cette rhétorique peut convaincre une partie des gens parce que elle a l'apparence de la bonne foi. Mais c'est ça, il y a toujours une ambiguïté. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par bourgeoisie? Moi, quand j'entends bourgeoisie, c'est une catégorie sociale beaucoup plus large où je sais que moi sur les réseaux, on m'insulte régulièrement de bourgeois alors que je pense pas vraiment en faire partie, mais voilà, peut-être ce que tu appelles sous-bourgeoisie, j'imagine. Et en même temps, des fois, tu parles des 500 plus gros patrons ou enfin voilà. Oui, c'est très important de le préciser. Je pense que il faut vraiment bien utiliser ce terme de bourgeoisie, c'est-à-dire pas l'utiliser n'importe comment. La bourgeoisie, c'est la classe qui est propriétaire des moyens de production. Okay. Donc, ce sont ceux qui possèdent les entreprises privées via les actions qu'ils y mettent, mais aussi, moi, par extension, je pense que vu qu'on est dans un système un peu d'économie mixte où il y a une grosse place au secteur public, ce sont aussi ceux qui dirigent les grandes administrations publiques, les grandes entreprises publiques, les grands médias, etc. Donc la bourgeoisie, c'est vraiment les décideurs du système capitaliste, ce sont ceux qui décident parce qu'ils possèdent. C'est important. Et c'est une classe qui se reproduit dans le temps, qui est composée de membres qui se confient le pouvoir de génération en génération. De telle sorte que la bourgeoisie, c'est pas un groupe si étendu que ça. Ce qui fait qu'il faut pas traiter tout le monde de bourgeois, parce que la bourgeoisie, c'est pas un mode de vie, c'est pas vouloir un beau canapé et un service à thé Maison du Monde, j'en sais rien, c'est pas ça, c'est vraiment quelle place on a dans le mode de production. Et la place, c'est la place de décideur et la place de possédant. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je dirais que les éléments les plus chimiquement purs de la bourgeoisie, ce sont ces 500 familles les plus riches de France, celles que, je sais pas si je l'ai sous la main, sont classées chaque année par le magazine Challenge. Ouais. Ça, c'est une mine d'or anticapitaliste parce que c'est le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Donc, on voit qui a le vent en poupe. Et puis, ce sont vraiment, d'ailleurs, le classement, il change pas beaucoup d'année en année, C'est-à-dire qu'il y a pas de grosse surprise. Ce qui change, c'est un peu l'ordre dans le classement, mais c'est globalement les 500 mêmes. Et c'est comme ça depuis parfois plusieurs siècles. En Italie, par exemple, il a été montré que dans la ville de Florence, les 50 familles propriétaires de plus de trucs, ce sont les mêmes qu'au 15e siècle. Donc, il y a aucune surprise en la matière. Et en France, globalement, ce sont les mêmes qu'au 19e siècle. Ça, c'est, on va dire, le noyau dur de la bourgeoisie. Et ensuite, c'est ce qu'on essaie de développer dans Frustration et que j'explique aussi dans le livre Parasite. Ouais. Il y a effectivement des classes qui gravitent autour de ça parce qu'effectivement, il y a des différences de degrés. Par exemple, il y a la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, ce sont les petits propriétaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui, effectivement, sont aussi propriétaires des moyens de production ou des moyens de vie. Donc, quand je dis moyens de production, ça va être les entreprises. Quand je dis moyens de vie, ça va être, par exemple, les logements.
Alors, en France, les logements, en fait, c'est pas n'importe qui est propriétaire de logements qui est loué. Ceux qui louent des logements, c'est une petite partie de la population. Ce sont des multipropriétaires. C'est un peu la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est la bourgeoisie, mais en petit. Ils ont moins de pouvoir, notamment au niveau de l'État. Mais par exemple, ils vont avoir un pouvoir local. C'est pour ça qu'on va les appeler les notables, par exemple. Donc, cette petite bourgeoisie, c'est un peu le petit patronat, etc. Et puis, il y a une troisième classe que je définis. C'est la sous-bourgeoisie. Ça, c'est vraiment important. La sous-bourgeoisie, elle n'est pas propriétaire, mais elle est là pour être la courroie de transmission entre les bourgeois et le reste de la population. C'est ceux qui, notamment, ils vont pas avoir des capitaux financiers ou économiques, même si souvent c'est des gens qui vivent très bien. Mais par exemple, ils vont avoir les capitaux culturels, c'est-à-dire ça va être les éditorialistes, les grands journalistes, tous ceux qui tiennent, on va dire, l'industrie culturelle. Pour moi, c'est la sous-bourgeoisie. Et puis à l'échelle des entreprises, j'aime bien toujours prendre l'échelle des entreprises qui permet d'imaginer la société capitaliste en petit. Ça va être un peu les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs, je sais pas, ça va être la directrice des ressources humaines, le directeur financier. On peut pas dire strictement parler que c'est des bourgeois parce que c'est pas forcément des actionnaires de l'entreprise. C'est des gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent très bien leur vie, donc qui ont un intérêt financier à ce que les choses continuent comme ça, qui défendent le système capitaliste parce qu'ils sont valorisés pour ça, mais ce sont pas à proprement parler des bourgeois, ce sont pas les propriétaires. Et puis, il peut y avoir des contradictions dans ces classes-là. La sous-bourgeoisie, qui est une classe intermédiaire entre les deux, peut être composée de gens qui vont choisir de défendre les classes laborieuses, par exemple. Ça arrive, ça s'est vu plein de fois dans l'histoire. Ça, c'est la partie définition. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, non, mais carrément, parce que moi, c'est les questions que je me posais en préparant l'interview. Clairement, je suis pas issu d'une classe populaire et ouvrière, et en même temps, ouais, je trouve ça injuste ces inégalités, et donc j'ai envie de contribuer tout en étant très clair d'où je me situe, et voilà. Ah oui, après, on peut reconnaître que ensuite, à l'intérieur des classes dominées, il y a des différences d'exploitation. Il y a des gens qui sont plus ou moins exploités que d'autres. Toute une partie de la sous-bourgeoisie, par exemple, c'est quand même des gens qui sont exploités par la bourgeoisie, parce que par exemple, ils peuvent être salariés, etc. Mais leur mode de vie fait qu'ils ont une vie quand même plus confortable, que le système capitaliste, ça leur réussit. Mais pas toujours, parce que quand une société se dégrade sur le plan économique, comme c'est notre cas, le mode de vie aussi des sous-bourgeois se dégrade. Donc ils peuvent aussi un peu changer leurs alliances. Ouais. Et ça, c'est important, voilà, de pas se raconter n'importe quoi. Bourgeois, par exemple, c'est pas égal à diplômé. Comme je disais, on est dans une société de plus en plus diplômée parce que le capitalisme a besoin qu'on soit diplômé. Mais c'est pas parce que vous avez fait 2, 3, même 5 ans d'études que vous êtes un bourgeois. Moi, j'ai fait 5 ans d'études. Pour autant, j'ai plus de privilèges sociaux du fait de ces études que des gens qui ont été apprentis à 15 ans. Il y a aucun doute là-dessus. T'es pas détenteur de moyens de production. Ouais. Mais je suis pas détenteur de moyens de production, je suis pas propriétaire. Mais les bourgeois, c'est quand même un adversaire identifiable qu'il faut désigner comme tel. Et si on se traite tous mutuellement de bourgeois, on s'en sortira pas. Ouais. Voilà. J'étais marqué par cette stat. 7 Français sur 10 pensent qu'une lutte des classes caractérise notre pays et le reste du monde. C'est un sondage de 2016. Sauf que c'est vrai, même si on y croit, cette grille de lecture, elle est pas présente dans nos quotidiens. C'est vrai que dans les années 1900, tu racontes que le patron de l'usine en grève, il pouvait habiter dans la même ville que ses ouvriers et ses ouvrières. Et c'était courant d'aller saccager sa maison pendant une révolte. Je sais pas, comme les Gilets jaunes ont saccagé des guichets bancaires. Et bien sûr, tu le redis dans le livre, mais pour moi, c'est important de le rappeler aussi. C'est pas des gens qui sont gentils ou méchants. Enfin, ils servent juste leur intérêt, quoi. Oui, moi, je pense que faut sortir de la critique morale. Je pense qu'il faut un peu les ridiculiser, les mépriser. C'est ce que je dis. Il faut apprendre le mépris de classe. Pour aussi se valoriser. Ouais. Mais pour autant, avant tout, ce sont des gens qui sont pris eux-mêmes dans un système dont ils bénéficient, et toute une partie sont les donneurs d'ordre. Faut pas non plus les dédouaner de leurs responsabilités. Mais ce qui était intéressant, effectivement, c'est que dans les années 1900, moi, je m'intéresse pas mal à l'histoire du mouvement ouvrier, parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui a changé, etc. Effectivement, à l'époque, il y avait cette proximité géographique où les mouvements sociaux documentés s'en prenaient aux demeures de la bourgeoisie. Et donc ça, c'est de moins en moins possible pour des raisons géographiques, c'est-à-dire que la Chine est devenue, par exemple, toute une partie des ateliers du monde capitaliste. Ceux qui bénéficient de cette économie-là vivent, je sais pas moi, à Los Angeles ou à Paris. Ils rencontrent jamais les ouvriers qu'ils exploitent. C'est pour ça que j'ai cité le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, soit le 10 décembre 2018, la manifestation parisienne qui a dégénéré fortement, elle s'en est prise au 8e arrondissement. Je pense qu'à la base, les gens voulaient juste s'en prendre à Macron et aller vers l'Élysée, parce que le 8e arrondissement, c'est le quartier de l'Élysée, mais le 8e arrondissement, c'est aussi le siège de très nombreuses grandes entreprises françaises, et c'est vraiment le quartier de la grande bourgeoisie française. Et donc, en fait, en retournant toutes ces porches du 8e arrondissement pour s'en prendre à Macron, ils s'en sont pris à la bourgeoisie. Et je pense que les Gilets jaunes qui étaient là ont découvert aussi l'opulence de ces lieux,
et l'ont dérangé. Donc ça prouve bien qu'il est toujours possible d'identifier cette bourgeoisie, mais c'est vrai qu'il faut toujours la montrer, en reparler, l'incarner. Et donc quand tu demandais comment on fait, moi, ça passe notamment par faire beaucoup des portraits de bourgeois. Donc ça peut être des ministres, mais aussi beaucoup des grands patrons. Vraiment raconter quel est leur parcours, comment ils se sont enrichis, comment ils vivent, comment ils profitent de nos vies. Donc dans le bouquin, par exemple, je développe le cas de Rodolphe Saadé. Je me suis intéressé à lui parce que c'était la plus grosse progression du classement de Challenge. Donc moi, à chaque fois, je regarde qui progresse dans le classement et je me dis comment ça se fait. Et il a dû énormément travailler. La réponse effectivement libérale, c'est de dire c'est un gros bosseur, il dorment que 4 heures par nuit. Ils ont eu des idées géniales. En fait, à la fois, on dit qu'ils bossent et qu'ils ont des idées incroyables que le commun des mortels n'aurait pas eu. L'idée incroyable qu'a eu Rodolphe Saadé, qui dirige la compagnie maritime CMA-CGM, qui est une des 5 plus grosses compagnies de transport maritime dans le monde. Okay. Il a eu la même idée que ses collègues, simplement quand il a vu la reprise économique après le Covid. Donc le Covid avait baissé considérablement le commerce international. Ça a repris. Du coup, il y a eu des tensions d'approvisionnement. Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les compagnies maritimes? Elles ont augmenté leurs tarifs, parfois jusqu'à 1000%. D'augmentation des tarifs sur le transport en porte-conteneurs, par exemple. Ils ont fait leur prix x10, quoi. C'est ce qui a notamment lancé toute une partie de l'inflation en France comme ailleurs. Et puis eux, ça leur a permis d'augmenter leur fortune considérablement. Donc les dizaines de milliards qu'a gagné la famille Saadé, elle le doit pas à une idée géniale, elle le doit à l'exploitation financière des conséquences du Covid. Voilà. Et d'ailleurs, la fortune des milliardaires français, elle a considérablement augmenté entre le début du Covid et maintenant. Donc c'est bien, tous ces gens ont su tirer leur épingle du jeu sur notre dos. Donc on peut appeler ça du génie, si on est cynique, on se dit ouais, effectivement, c'est des gens brillants. Moi, je pense que c'est surtout des voleurs, mais ça c'est ensuite ça dépend comment on voit les choses et surtout ça dépend de quel intérêt on se place. Évidemment que dans le Challenge, je prends toujours l'exemple de Challenge parce que pour moi c'est le magazine de la sous-bourgeoisie parce que je sais pas si les très riches lisent Challenge, mais par contre je pense qu'il y a beaucoup de cadres sup qui lisent Challenge pour rêver un peu à cette vie-là. Ouais. Parce qu'ils les admirent beaucoup. Donc c'est vraiment un magazine qui tire les pompes aux grands bourgeois en permanence et donc qui montre que derrière tous leurs mouvements, il y a quelque chose d'ingénieux et derrière, je pense qu'ils veulent dire, c'est si vous aussi vous êtes malin, vous pourrez y arriver. Tout ça pour dire que ils ont besoin de s'imaginer que cet argent ils le doivent qu'eux-mêmes et nous, notre boulot, quand on veut démontrer la lutte des classes, c'est de montrer que cet argent, ils la doivent à une lutte des classes victorieuse sur notre dos. Et donc ça, c'est très important d'incarner la lutte des classes aussi. Alors non seulement d'incarner, c'est-à-dire de montrer le visage de ces types, mais qu'en plus ça a des conséquences sur nous. Donc moi, ce que j'essaie toujours de faire dans un article, c'est de lier l'augmentation du prix de ton paquet de pâtes avec celle de la fortune de Rodolphe Saadé, si je prends que celui-là. Et je pense que là, ça nous permet vraiment, dans notre vie quotidienne, de reconnaître la marque de la lutte des classes. Parce qu'en fait, dans tout ce qui nous arrive, quand on fait nos courses, quand on travaille, quand on regarde Netflix, il y a des conséquences de la lutte des classes. Et on les perçoit pas souvent comme telles parce que tout l'appareil idéologique qui nous donne une grille de lecture du monde est détenu principalement par la bourgeoisie. Du coup, notre boulot, c'est de créer nos propres modes de diffusion. C'est pour ça que j'écris un livre et c'est pour ça que j'ai un magazine anticapitaliste. Et le coup de maître ultime de ces parasites, c'est de nous voler aussi nos rêves. C'est qu'on rêve de devenir comme eux. Réussir, c'est monter dans la hiérarchie sociale. Avant, les gens étaient plus fiers de leurs origines, de leur classe sociale, d'être ouvriers, etc. Et moi, ça me rend chèvre aujourd'hui que les gens qu'on admire le plus, c'est Jeff Bezos, c'est Elon Musk, c'est Bernard Arnault. C'est des gens qui ont une fortune démesurée. Alors, il y a eu une exécution et ça force le respect, même si je cautionne absolument pas. Mais en termes d'exploitation des gens, de pollution, d'écologie, de valeurs, c'est quoi nos rêves, quoi? C'est quoi nos idéaux de société si on admire nos bourreaux, en fait, quoi? Ouais. Alors effectivement, c'est d'autant plus triste que on les admire, mais on pourra pas leur ressembler. Donc en plus, c'est vain. C'est-à-dire que c'est faux de penser que on peut s'inspirer de Jeff Bezos et d'Elon Musk, parce qu'encore une fois, si on creuse leur parcours, ce sont des héritiers qui ont bénéficié de tout un tas de choses, y compris d'ailleurs, ils ont beau être américains, ils ont aussi bénéficié de l'aide de l'État. C'est particulièrement vrai sur toute l'industrie de la Silicon Valley qui s'est construite parce que l'État américain a massivement investi dans ces technologies-là via l'armée dans les années 60-70. Merci Nicolas pour ton travail. Vous pouvez lire le livre Parasite, je peux le montrer partout en librairie. Et si tu veux pas louper la deuxième partie pleine d'optimisme sur les moyens d'agir, comment se rebeller et nous débarrasser de ces parasites, abonne-toi, ça sort très bientôt. Ciao Nicolas, ciao tout le monde. Ciao.